Bonjour à toutes et à tous, demandez 1515, on vous répondra assurément Marignan, et demandez Marignan, et on vous dira 1515. Décidément, cette fameuse bataille n'est pas prête de sortir de notre mémoire, de notre conscience collective. Pourtant, bien peu seraient capables de dire ce qui se cache derrière cet événement, dont les récits ont alimenté de nombreuses légendes. Eh bien, afin de combler cette lacune, nos lacunes historiques, Un jour dans l'histoire reçoit l'auteur d'une monographie sur cette question, Didier Le Fur. Didier Le Fur, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions Perrin, Marignan, 13-14 septembre 1515. Vous êtes historien, vous avez notamment travaillé sur les rois de France et l'Italie, vous avez écrit de nombreux ouvrages, vous êtes l'auteur notamment d'une biographie d'Anne de Bretagne, ainsi que d'une biographie consacrée à Louis XII. Alors, ma première question sera la suivante. Comment avez-vous été amené à aborder un tel sujet ? Je dirais un souvenir d'école que vous avez voulu éclaircir ? Oh non, 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 pas du tout. C'était une chose comme ça qui évolue. C'est-à-dire, en gros, c'était l'idée de travailler sur un événement. J'avais travaillé essentiellement sur des personnages, sur leurs images et le système de la représentation tel qu'il existait ou tel qu'on pouvait le présenter à la fin du XVe et début XVIe siècle. J'avais travaillé aussi sur une idéologie, puisque sur l'idéologie impériale des rois de France, de Charles VIII, Louis XII et François Ier. Je trouvais ça intéressant d'essayer de voir si on pouvait calquer, enfin, prendre ce principe de l'étude de la propagande et d'un événement sur un événement plus exactement. Alors, vous utilisez tout de suite le mot de propagande. Et en fait, votre livre, pour nos auditeurs, est divisé en deux parties bien distinctes. Une première partie qui, elle, est une partie purement chronologique, qui représente la moitié du livre, et l'autre moitié du livre est, elle, consacrée à un aspect beaucoup plus thématique, qu'est justement cette propagande. Alors pourquoi ce choix, cette division en deux parties ? D'abord pour une question de clarté, et puis d'autre part, il y a des événements qui existent, mais que la mémoire, l'histoire ou un régime politique va pas retenir pour mille raisons. Peut-être parce que c'est pas important, parce que ça ne lui sert pas pour développer d'autres arguments ou d'autres projets politiques. Il faut savoir que la monarchie est un système qui n'est pas si structuré, ou enfin en tout cas si statifié que ça, et qu'elle a toujours besoin à chaque règne de justifier l'existence de ce nouveau roi et de nouveaux projets, alors qu'il soit nationaliste ou expansionniste. Mais est-ce que ce n'est pas un peu osé déjà de parler à cette époque de nationalisme, d'opinion publique ? Non. Est-ce que nous ne sommes pas finalement dans un cercle restreint que sont les villes et uniquement les villes et non pas un développement d'une opinion publique sur toute la France ? Non, parce que c'est pas parce qu'on est mort il y a 500 ans qu'on était plus bête qu'aujourd'hui. Déjà, sous l'empire des Césars à Rome, il y a une volonté de communication, de montrer ce qu'est l'empereur, son physique, ses ambitions, sa politique fiscale, judiciaire et autres. Eh bien, un roi de France au XVe siècle ou au XVIe siècle fait exactement la même chose. Alors, tout le monde sait qu'en 1515 a lieu la fameuse bataille de Marignan. En revanche, peu de personnes savent qu'il s'agit de l'année de l'accession au trône de France de François Ier. Alors, avant de venir à cet événement et avant de venir finalement au premier mois du règne de François Ier, venons-en à Louis XII. Louis XII, il ne s'agit aucunement du père de François Ier, puisque François Ier, lui, inaugure une autre branche. Alors, qui est Louis XII ? Qui est-il par rapport, au fond, à François Ier ? C'est un lointain cousin. C'est le petit-fils de Louis d'Orléans, Louis Ier d'Orléans, qui a été assassiné par un des hommes du duc de Bourgogne et qui était lui-même le fils de Charles V. Et donc, lorsque Charles VIII, qui était lui le fils de Louis XI, décède à 28 ans, il meurt sans héritier. Et donc, c'est donc, selon la loi, le système de la loi salique, eh bien, c'est ce Louis XII qui a 36 ans et qui arrive au pouvoir. Quel est le paysage de la France politique en 1514, alors que Louis XII est sur le point de mourir, puisqu'il meurt au début de l'année 1515 ? Oui, le 1er janvier, exactement. C'est le pays le plus peuplé d'Europe, le plus riche et le plus grand, qui a
réussi depuis une cinquantaine d'années à calmer tous les problèmes, ces problèmes intérieurs qui avaient été si difficiles à gérer dans la première partie du XVe siècle, notamment pendant la guerre de 100 ans, où progresse cette espèce de centralisation de la monarchie. Nous sortons de la féodalité. C'est ça, voilà. J'aime pas trop ces histoires de période et des choses comme ça, parce que c'est beaucoup plus compliqué, mais finalement, il y a une idée de centralisation plus grande du pouvoir, une idée aussi d'un roi et d'un gouvernement plus présent sur l'étendue du territoire, avec des pouvoirs beaucoup plus restreints, notamment pour les pouvoirs provinciaux. Alors, l'accession au trône de François Ier n'est pas une évidence, elle est peu probable à l'époque, au fond. Quand François Ier est né, en 1494, oui, il y a de grandes chances pour qu'il ne soit jamais roi de France. On est encore sous Charles VIII. Charles VIII, à l'époque, a 24 ans, a deux garçons qui sont encore vivants, même s'ils vont mourir peu de temps après. Et avant lui, il y a encore Louis XII, Louis d'Orléans, pardon, qui est susceptible aussi d'avoir des enfants. Il se trouve que Charles VIII va mourir jeune, ses enfants vont mourir aussi, que Louis XII, malgré 3 mariages, n'aura pas de fils. Et malgré 3 mariages. Oui, c'était une vraie obsession pour lui d'avoir un héritier, c'était important. Et donc en 1514, il meurt à 53 ans, avec juste 2 filles, Claude et Renée. Claude, qui deviendra reine de France, sous le nom de Claude de France, justement. Il y a un point important, c'est l'éducation royale. Alors que, peut-être avant de venir à la question italienne, Louise de Savoie, qui est donc la mère de François Ier, va éduquer son fils avec cette perspective. Il y a toujours cette possibilité que Anne de Bretagne avait d'énormes problèmes à avoir des enfants. Anne de Bretagne, donc l'épouse de Louis XII. La deuxième épouse de Louis XII. Et donc l'idée que François d'Angoulême arrive un jour au trône pouvait être envisagée, au moins par sa mère. Et donc la mère va éduquer, c'est vrai, son fils. Il y a son maître d'école qui est Desmoulins, et qui va lui écrire plusieurs textes qu'on a toujours aujourd'hui, qui sont à la Bibliothèque nationale, et qui sont des choses assez simples. Faut pas essayer de montrer que François Ier a une éducation extrêmement érudite dès le départ, mais l'idée que François puisse devenir un jour roi de France était entretenue en tout cas par elle et par les publicistes qui l'entouraient. Est-ce que le mariage avec Claude de France n'est pas au fond une manière de reconnaître ce futur roi de la part de Louis XII? Les fiançailles, oui, en 1506, oui, parce que Louis XII est malade, parce qu'il n'y a pas d'héritier, et parce que il faut un gouvernement, et il faut l'héritier présomptif est François, donc il faut le reconnaître. Et Claude de France, elle, est héritière notamment de sa mère sur la Bretagne et de son père sur plusieurs territoires en France, mais aussi du duché de Milan et de la République de Gênes. Donc il faut conserver tout ça, et l'idée de fiancer Claude à un prince français, c'était une façon de réunir définitivement toutes ces terres en France et en Italie au domaine de la couronne. Le seul problème, c'est que c'était une possibilité au cas où si Anne de Bretagne avait un fils, ce mariage n'avait aucun intérêt. Il est fort probable que ce mariage n'aurait jamais eu lieu, et qu'on aurait préféré marier Claude de France à un prince étranger pour des questions diplomatiques. Vous êtes bien sûr Radio Canal Académie, et je reçois Didier Le Fur, auteur d'une monographie sur Marignan, 13-14 septembre 1515, et nous évoquons en fait les premiers mois précédant cette bataille avec le règne de François Ier, donc qui accède au trône en 1515, donc la même année que la bataille. François devient roi de France. Nous sommes au tout début de l'année 1515. Un roi ne s'appartient pas, il doit se soumettre à des obligations, et notamment l'obligation du sacre. C'est un des avantages, et ce qui est séduisant dans votre monographie, c'est que vous rappelez certains points institutionnels de l'époque des temps modernes, et notamment ce sacre et l'importance de sacre. Alors pourriez-vous nous dire et rappeler en quelques mots, puisque votre livre aborde souvent cette question du sacre, cette question des entrées royales, ce que représente le sacre à cette époque? Ouais. C'est surtout d'abord mettre une chose au point, c'est que les premières années de règne sont souvent très très riches.
pour un historien, parce que justement, à cause de toutes ces cérémonies officielles, on peut graduellement détailler régulièrement l'événement et l'enrichir. Pour Louis XII, on a aussi des connaissances importantes pour la première année, pour Charles VIII aussi. Après, c'est quelquefois un peu plus compliqué. Mais pour 1515, c'était formidable parce que justement, il y a un événement qui est sanctionné par un sacre qui se fait généralement 40 jours après le décès du roi, mais là François Ier était un peu plus pressé et il l'a fait que 3 semaines plus tard. Il y a d'abord les cérémonies des funérailles de Louis XII, qui, parce que mort à Paris, sont plus courtes que les autres cérémonies royales de la même époque, et le sacre qui va avoir lieu à Reims en mois de janvier. L'idée du sacre est à double de tranchant, c'est-à-dire que depuis Charles VIII déjà, la notion du roi est mort, vive le roi existait déjà, et qu'on considérait que finalement le sacre était qu'une cérémonie officielle qui n'avait moins d'importance par rapport à la notion de légitimité du roi. Par contre, sur l'idée de la présentation du roi au peuple, elle était et elle demeurait importante. Alors ce sacre se fait à Reims et est entouré de toute une cérémonie qui dure 7 heures et qui fait le roi chevalier, puis le roi l'onction du roi et avec ensuite le don de tous les ornements royaux. Il y a dans vos chapitres consacrés à la propagande la présentation d'un roi soldat de Dieu, le roi chevalier, le plus vaillant des princes. Est-ce qu'on retrouve toutes ces notions lors du sacre ? Oui. C'est une définition idéale du roi et de ses pouvoirs, mais aussi de ses devoirs. C'est-à-dire, en gros, un roi, il n'est pas élu, donc il n'a pas de programme politique, et on lui demande essentiellement de respecter les serments du sacre. Et ceux-ci sont protéger le royaume sur ses frontières, combattre l'hérésie, combattre l'injustice et essayer de préserver la religion chrétienne. Donc il y a un serment à l'Église, au fond. Oui, un serment à l'Église et un serment au-delà aussi au peuple, puisque le peuple est derrière et le salut à sa sortie. D'élections populaires. Je reçois Didier Le Fur, nous nous retrouvons après une première pause. Un jour dans l'histoire reçoit Didier Le Fur, auteur d'une monographie intitulée Marignan, 13-14 septembre 1515. Alors, Didier Le Fur, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que François Ier, dès qu'il arrive au pouvoir, dès qu'il est roi, eh bien, il entreprend énormément de choses, autant sur le plan de la politique extérieure que sur le plan de la politique intérieure. D'abord, il y a une continuité, il conserve les hommes. C'est-à-dire qu'il arrive, mais il est tout seul. Il est tout seul parce qu'il fait partie d'une autre branche. Exactement. Et puis jusqu'à la fin, on peut penser que Louis XII peut être père d'un fils. Même si certains déjà commençaient à entrevoir la possibilité d'aller voir du côté Angoulême pour essayer de préserver des places et des choses comme ça, il reste quand même assez isolé. Un roi de France, quand il arrive au pouvoir, est obligé de renouveler toutes les lois, les coutumes et les personnes enfin les fonctionnaires en gros, toutes les charges de justice, de finances, des parlements et autres du royaume. Et donc ça crée une énorme activité en général. Alors globalement et pendant longtemps, où Charles VIII, Louis XII, c'est très visible. Pour ça, ça peut s'étaler sur 3-4 ans comme ça. François Ier va le faire extrêmement rapidement. Pour des raisons toutes simples, c'est qu'à chaque fois qu'on renouvelle une charge, on touche de l'argent. Et François Ier a de l'argent a besoin d'argent plutôt pour entreprendre ses désirs de conquête. Venons-en à proprement parler de l'Italie. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quels sont les liens unissant la France et l'Italie ? Pourquoi l'Italie ? Pourquoi François Ier veut se diriger vers le nord de l'Italie ? En fait, c'est une longue tradition d'un grand désir des rois de France qui date du XIIIe siècle, avec le frère de Saint-Louis qui avait été appelé par les Italiens pour régner sur le royaume de Sicile. Et ce désir de l'Italie et ses rapports avec l'Italie ont toujours été entretenus. La guerre de Cent Ans a empêché les rois de France de regarder davantage vers la péninsule, mais une fois que cette guerre a été achevée, eh bien, les rois de France ont repris ce désir. Ce sont les Italiens, à la fin du XVe siècle, qui vont appeler Charles VIII pour lui demander de rétablir la paix et l'ordre dans leurs différentes principautés et États. Et les droits des rois de France sur certains territoires avaient été aussi repérés et remarqués. C'est-à-dire que la famille d'Anjou avait des droits sur le royaume de Sicile. Charles VIII
ayant récupéré ses droits, va revendiquer ce royaume. Louis XII, lui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avait des droits de par sa grand-mère Valentine Visconti sur le duché de Milan, et donc va aussi réclamer ce duché en vertu de ses droits, et donc faire la guerre de la même façon. Alors je reviens quelques instants à l'âge de François Ier. C'est un roi entreprenant. Il a 20 ans. Il a 20 ans. Il n'a pas encore 21 ans. Et malgré tout, il se lance il se lance directement vers le nord de l'Italie. Oui, mais c'est aussi, alors ça peut être considéré, et ça a été considéré par l'historiographie comme un acte extrêmement chevaleresque, exprimant toute sa vigueur, sa fougue et tout ça. En fait, c'est l'expression d'une politique. C'est comme aujourd'hui, si on se mettait à lutter contre le chômage, on s'est mis pendant 20 ans à lutter contre le chômage, et ben dès qu'on reprend un gouvernement, on va recommencer à le faire s'il n'a pas été réglé. Et ben c'est la même chose. L'idée, c'est de recontinuer une politique expansionniste qui avait été faite sous Charles VIII et sous Louis XII, et François Ier a l'intention aussi de réaliser cette politique, d'autant que l'idée de créer un empire avec l'Italie, l'union de l'Italie ou d'une partie de l'Italie avec le Royaume de France est très 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 ancrée à cette époque dans la tête des rois de France et puis de tous les gens qui les accompagnent. Alors vous avez rappelé ce qui unissait la France à l'Italie, en tous les cas au royaume, duché, etc. italien. Quelle est la place internationale de la France par rapport à ses voisins, par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Autriche, par rapport à l'Aragon? Elle est à la fois dans une position de force et dans une position isolée. Dans une position de force, comme je vous l'ai dit, parce que c'est le pays le plus peuplé, c'est à peu près 15-16 millions d'habitants, les autres en font 6, 7, 8. C'est l'un des seuls pays qui est relativement uni sur son territoire, alors que les autres sont comme l'Empire avec un conglomérat d'États avec un empereur qui a finalement peu de pouvoir ou en tout cas peu d'autorité. Une Italie qui est un conglomérat aussi d'États qui s'écharpe régulièrement. Une Espagne qui commence à s'unir, mais qui reste encore avec beaucoup de problèmes, et une Angleterre qui a été, elle, ravagée par la guerre des Deux Roses, et qui simplement, à la fin des années 1510, 1515, commence à relever la tête. Mais il y a de grosses difficultés, encore économiques, et la France reste quand même le pays le plus puissant. D'autre part, les guerres d'Italie ont permis à la France, pendant 15 ans, de se développer dans le royaume, de développer son économie et son agriculture, puisqu'il n'y avait plus de guerre sur le territoire de France. Donc du coup, il y avait une réelle prospérité. Il y avait de l'argent, et d'autre part, les revenus italiens, les impôts italiens, puisqu'on leur a imposé notre fiscalité, et bien ont permis aussi une baisse des impôts assez importante en France sous Louis XII, à peu près 25% de la taille, et qui ont donc permis aussi de relancer cette économie après cette grande crise du XVe siècle. Vous écrivez que dans votre livre, en fait, l'Angleterre, tout comme l'Autriche, reste en quelque sorte en dehors du jeu. Oui, parce que elle n'a pas de droit réel à la conquête. La France peut réclamer des territoires en Italie, l'Espagne aussi, puisque l'Espagne, par rapport à sa politique, notamment l'Aragonais, lié à Naples, pouvait réclamer des droits, mais l'Empire, non. Enfin, l'Empire a un pouvoir de suzerain, mais c'est tout. Et l'Angleterre, elle, est complètement isolée sur son île. Donc c'est la France qui peut se permettre à la rigueur de se développer. Donc François Ier peut agir en quelque sorte librement. Il peut avoir, avec ses droits, la prétention d'agir, voilà. Après, il faut que ces droits soient reconnus par les autres États. Certains l'acceptent, d'autres pas, d'où les guerres. Le pape, dans tout cela, il joue un rôle tout particulier. Alors, il faut rappeler... Léon X. Léon X avait un pouvoir temporel. Il avait un pouvoir spirituel, mais il avait aussi un pouvoir temporel. C'était l'époque où les papes avaient des territoires. Quelle est sa position par rapport à François Ier à cette époque? Elle est complètement ambiguë. J'ai une politique très, très diplomatique, en fait. C'est-à-dire qu'il ne peut pas nier la puissance de François Ier, donc il est obligé de se montrer favorable, mais à la fois la présence française en Italie est un handicap réel par rapport à ses propres projets, qui étaient aussi ceux de son prédécesseur, Jules II, c'est-à-dire d'unifier l'Italie sous l'autorité du pontife. On pense déjà à l'unification italienne. Cette notion de renaissance, dont on parle souvent et qui n'est exprimée souvent aujourd'hui que par des tableaux ou des peintres, eh bien, est d'abord une renaissance politique. Et cette idée de réunifier l'Italie, et de faire renaître cette Italie et cette Rome telle de l'époque de César. Et donc, du coup, les papes, eux, puisque vivant à Rome, ont cru qu'ils pouvaient la réaliser.
Mais les Milanais aussi ont cru le faire, tous, les Vénitiens aussi. Et d'où l'importance des alliés extérieurs dans leur propre combat interne. Le pape crée une sorte de ligue contre François Ier. C'est-à-dire qu'au départ, il se montre assez favorable, mais parallèlement, il va chercher tous les ennemis potentiels du roi de France, ou tous ceux qui avaient des droits en Italie et qui voulaient les préserver, et essayer de faire une ligue exactement contre les Français qui pouvaient risquer de revenir en Italie. Parce que pour l'instant, François Ier s'est pas marqué tout de suite, même si au départ, il a montré très vite dans l'organisation de sa politique, son désir de partir en Italie, il ne s'est pas affiché immédiatement. Sa déclaration de guerre date du mois de juin et pendant très très longtemps, il a caché ses ambitions. Le pape crée cette ligue, il dit contre Selim, qui est donc le Turc. Ah oui, ça c'est forcément contre un Turc. C'est forcément contre un Turc. Mais François Ier, lui, ne peut pas intégrer cette ligue, puisque vous dites dans votre livre qu'en intégrant cette ligue, finalement, il se coupe la route de l'Italie. C'est-à-dire que c'est l'astuce du pontife était celle-là, c'est-à-dire qu'il créait une ligue, il avait une sorte de croisade encore, parce que généralement on parle régulièrement de ça, même si on les fait jamais. Et l'idée, c'était de s'allier, que tous les princes chrétiens s'allient pour lutter contre cette menace turque qui était réelle, parce que Selim avait à l'époque non pas regardé vers l'Europe, mais plus vers l'Arabie et l'Égypte, mais il y avait des dimensions de cet empire ottoman qui grandissait de plus en plus. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, ils vont remonter vers Vienne. Et donc, cette menace qui pouvait un jour arriver sur les pays chrétiens, eh bien le pape l'a utilisé et a essayé de faire rentrer le roi de France dans ce projet officiel de tous les États chrétiens contre le Turc. Le seul problème, c'est que si François Ier rentrait dans cette ligue, il ne pouvait plus après revendiquer les territoires italiens, puisque ça voulait dire qu'il se mettait à s'opposer contre ceux-là même qu'il devait soutenir pour les protéger contre le Turc, puisque le pape lui avait proposé la direction de cette croisade. François Ier ne prend pas cette orientation. Est-ce qu'il a des alliés en Italie ? Le seul allié qu'il ait réellement, c'est Venise. Venise qui a toujours eu une politique un peu bizarre par rapport à la France, mais qui depuis Louis XII était quand même un allié assez fidèle. Simplement parce que à chaque fois qu'on partait en Italie et qu'on souhaitait conquérir le duché de Milan, on lui proposait un tiers du duché. C'était tout à l'avantage de Venise. Venise était une puissance financière importante avec une armée, avait une possibilité de monter l'armée aussi assez facilement, et donc Venise avait tout intérêt, au moins au départ, à ce que les Français viennent. Après, elle avait aussi l'intérêt qu'ils s'en aillent. Nous verrons, ils joueront un rôle décisif dans la bataille. Alors, pour faire la guerre, il faut de l'argent. Et François Ier, rapidement, avant la fin du printemps, réunit une somme suffisante. Nous sommes loin de l'idée des caisses vides de la couronne de France. Pour l'instant, ouais. Après, ça va devenir un peu plus compliqué. Mais non, la France, je vous l'ai dit, elle est un pays riche. Et les impôts ayant terriblement baissé sous Louis XII, même s'ils ont un peu augmenté à la fin de ce règne, restent encore assez faibles. Donc on peut encore demander des surcroît de taille. C'est ce que va faire François Ier, pour des raisons qui ne sont pas des raisons guerrières, mais des raisons diplomatiques. Puisque François Ier, avant de partir pour l'Italie, devait essayer de se protéger sur ses frontières. Et en tout cas protéger les frontières du Nord, qui étaient menacées par les armées autrichiennes et anglaises. Ces personnes n'avaient pas forcément de rapport en Italie, mais si elles s'alliaient avec d'autres puissances comme le pape ou l'Espagne, elles pouvaient devenir très menaçantes parce que du coup, l'armée française qui se dirigeait vers l'Italie et ne pouvait plus défendre le haut nord du territoire. C'est ce qui s'était passé en 1513 quand les Anglais sont arrivés occuper quelques villes. En général, ils faisaient pas grand bruit, ils faisaient pas de grands dommages, mais la seule penser que les Anglais puissent revenir sur le territoire de France après tout ce qui s'était passé pendant toute la période de Charles VI, Charles VII, était complètement inacceptable pour les Français. Et donc tout de suite, on se dépêchait de signer des accords de paix et de leur donner de l'argent. On leur donnait beaucoup d'argent. Et en général, une fois qu'on avait fini de payer, eh bien 1 ou 2 ans plus tard, ils revenaient nous faire une petite chose comme ça pour récupérer encore de l'argent. Et en 1515, le problème est le même sous Louis XII, c'est-à-dire que François Ier va payer les Anglais pour acheter finalement une paix.
Alors, et donc réclamer après, puisqu'il avait dépensé cet argent, réclamer au peuple de France quelques subsides supplémentaires pour honorer sa dette. alors avant de passer les Alpes, est-ce que l'entreprise est connue? Parce que vous dites, nul ne pouvait imaginer en Europe que le nouveau roi de France reprendrait aussi rapidement la politique expansionniste de son prédécesseur. Et c'est ce qui est d'extraordinaire finalement, c'est que votre livre concerne une année, l'année 1515, et pas complètement cette année 1515, et il y a un enchaînement des événements avec une rapidité extraordinaire. Oui, ça a été extrêmement. Faut dire que Louis XII avait déjà préparé cette expédition. Il meurt avant de la réaliser, mais il y avait déjà quand même beaucoup de choses qui avaient été établies. L'armée avait déjà été plus ou moins structurée. On avait déjà prévu les dates. L'expédition devait avoir lieu en avril 1515. Parce qu'il meurt le 1er janvier, elle va être retardée. Mais malgré tout, il y a beaucoup de choses qui sont déjà établies. Quand François Ier arrive, il reprend le projet là où il était. Il y a eu quelques retards parce qu'il faut refaire tous les accords diplomatiques nécessaires parce qu'il y a eu un changement de règne, mais finalement on va précipiter les choses quand même parce que l'idée c'est d'aller le plus rapidement possible en Italie, parce que sinon d'autres armées et d'autres territoires pouvaient s'allier et empêcher une hypothétique conquête des Français sur le duché. Alors pour passer en Italie, il n'y a pas 36 moyens, il y en a deux. Il y a soit le bateau, Ouais. en partant du sud de la France, soit les Alpes. C'est un point que je vous propose d'évoquer juste après une seconde pause. Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie se penche sur la construction européenne, les frontières de l'Europe d'un point de vue historique, l'Europe vue du monde arabo-musulman, l'Europe médiévale, l'Europe et les femmes. Radio-Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Radio-Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès. Un jour dans l'histoire reçoit Didier Le Fur et nous évoquons cette journée très très importante pour le règne de François Ier que fut la bataille de Marignan. En fait, on parle de cette journée, mais nous allons voir que cette bataille va durer en fait 2 jours. Alors pour se rendre en Italie, nous en étions restés à Grenoble, puisque le roi se dirige vers Grenoble. Il faut passer par les Alpes. François Ier choisit la route des Alpes et il choisit une évolution secrète puisqu'il va ouvrir une nouvelle route. Oui, c'est parce que jusque-là, les Français passaient par les routes habituelles, celles du Mont Genèvre et du Mont Cenis, parce que les Suisses étaient leurs alliés. Or, depuis 1513, les Suisses étaient passés de l'autre côté, et parce qu'ils étaient les maîtres des entrées et des sorties des Alpes, eh bien, il fallait aux Français inventer un autre moyen que ces routes habituelles pour passer. Et Louis XII avait demandé au maréchal Trivulzio de trouver un autre passage à travers les Alpes, et cette route, eh bien, pour la première fois, l'armée française va la prendre au début du mois d'août 1515 pour se rendre en Italie et essayer de passer les Alpes sans être repérés par les armées suisses. C'est un succès, c'est-à-dire que ils arrivent à garder le secret. C'est un succès total, ça se fait en 3 jours, c'est très difficile parce qu'il y a quand même des pertes d'hommes, d'animaux, de matériel, il y a quand même près de 50 000 personnes qui partent dans cette entreprise. Alors c'est pas simplement que des soldats, il y a aussi tous les gens, ce qu'on appelle des gens du bagage, c'est-à-dire les gens qui servent les capitaines, qui doivent les blanchisseurs, les rôtissiers, les médecins, enfin les barbiers et autres. Donc ça fait quand même beaucoup de monde qui ne sont pas forcément toujours habitués à marcher longtemps, à marcher sur des chemins difficiles et qui ont quand même quelques grosses difficultés pendant ces quelques jours. Vous évoquez un point qui est assez intéressant et assez original, c'est qu'il y a des personnes qui vont en avant dans la progression sur les pionniers Alpes et qui en fait utilisent des explosifs pour tracer une route. Oui, ça c'est le début enfin pas le début parce que les armes à feu existaient quand même depuis longtemps, mais d'une utilisation un peu plus systématique et où on a de moins en moins peur de les utiliser. Et d'ailleurs, lors de la bataille, l'utilisation de l'artillerie, en tout cas dans l'historiographie, va prendre une importance réelle. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un exploit? Est-ce que par rapport à une traversée classique, nous sommes au mois d'août, nous sommes en été? Oui, c'est un exploit. Faut pas leur enlever ça. C'est un exploit, vraiment. François Ier
n'a pas eu une attitude, j'allais dire, belliqueuse immédiate, puisque visiblement, il tente la paix. Pendant un mois, il va essayer de récupérer les Suisses, qui sont les alliés du Massimiliano Sforza, qui a 22 ans, qui est le nouveau duc de Milan. Et pendant un mois, François Ier va tenter régulièrement d'acheter les Suisses afin que la bataille ne se fasse pas et que il déserte le duché pour que François Ier puisse, avec un siège plus ou moins moyen, conquérir ce territoire. On peut dire que la conquête du Milanais commence à la fin du mois d'août. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée des Français et la surprise que les Suisses ont eue de les voir arriver par ce chemin et en si grand nombre, eh bien, pour se protéger, les Suisses ont quitté les vallées des Alpes pour se réfugier vers Milan. Du coup, les Français les ont suivis. Les Suisses ont pratiqué une politique de terre brûlée derrière, mais ce qui n'empêchait pas les Français de poursuivre un ou deux jours. Et au moment où les Suisses se sont réunis à Milan et où il était question de la paix ou de la guerre, où l'armée française était autour de Marignan, à une 25 kilomètres de Milan au sud, et attendait l'attitude des Suisses. Les Suisses finalement ont décidé de livrer bataille par surprise, sans prévenir, le 13 septembre, en milieu de l'après-midi, et les Français qui ne s'attendaient visiblement pas à cette bataille, eh bien, ont été pris un peu au dépourvu au départ en tout cas, puisque comme la paix et l'idée de la paix était grande, certains fantassins que François Ier avait payés, comme les lansquenets, c'est-à-dire en gros des fantassins allemands, eh bien avaient déjà commencé à prendre le chemin du retour. Quel est le moral des troupes, faisant un peu de nouvelle histoire, quel est le moral des troupes françaises à l'époque? Ça c'est quand même assez difficile à savoir. L'idée de faire la guerre, c'est d'abord pour les capitaines de montrer qu'ils sont des vaillants et qu'ils justifient leur statut de noble. Pour les autres, c'est une façon de gagner sa vie. Il y a une armée de métier qui commence à partir de Charles VII, qui est vraiment embryonnaire, qui sous Louis XII commence à se développer, mais ça prend beaucoup de temps et en 1515, la moitié, presque plus de 60% des personnes qui accompagnent François Ier dans cette conquête sont des gens payés et qui, pour un temps donné, et qui ne sont pas tous français. Ça peut être parce qu'en France, on avait aussi un peu de mal à armer sa population. Alors venons-en à cette fameuse date, donc 13-14 septembre 1515. Quelles sont les forces en présence en termes d'effectifs? En gros, les Français sont 30 000. Ils sont arrivés 50 000 dans le Milanais, mais avec le temps, pendant un mois, parce qu'il fallait garder des villes, des ponts, des routes, eh bien l'armée s'est un peu dispersée. Et le 13 septembre, il y a environ 30 000 personnes du côté français. Côté suisse, ils sont moins nombreux, il y a une vingtaine de mille, essentiellement des fantassins, mais extrêmement bien entraînés à la guerre. Ce sont des gens qui sont brillants, qui n'hésitent pas à tuer, qui ne font pas de prisonniers et qui ont pour but de faire la guerre pour gagner leur vie. Parce que là aussi, ce sont des gens qui sont employés sur un temps donné. Marignan, nous parlons de Marignan depuis tout à l'heure, mais où se trouve Marignan exactement par rapport à Milan? Alors c'est Marignano et aujourd'hui c'est Melignano. Si vous essayez de chercher, vous ne la trouverez pas à Marignan aujourd'hui. C'est sur la route de l'Obi, je vous l'ai dit, à 20-25 km au sud de Milan. C'est dans une plaine maraîchère qui est assez riche, mais qui était complètement quadrillée par des canaux d'irrigation. La bataille s'engage. Pourquoi à Marignan? Il y a une définition du lieu. Pourquoi les Français finalement n'avancent pas pour se retrouver contre les Suisses près de Marignan? C'est parce que les Français avaient déjà quitté de quelques lieues Marignan depuis un jour ou deux, mais comme ils attendaient cette paix, ils avançaient que modérément. Et les Suisses, attaquant par surprise, et bien finalement ces Français qui ne s'étaient pas positionnés, qui ne se positionnaient que pour simplement un camp d'une journée en attendant d'avancer pour le lendemain, et bien ne s'étaient pas préparés à faire une bataille. Et donc ils ont eu 1 heure, 2 heures maximum pour se préparer et pour essayer de préparer une artillerie et Didier Lefebvre, on parle de la tactique suisse, on se doute évidemment que les Français ont également une tactique. Quelle est-elle?
Cette tactique était essentiellement basée sur une cavalerie importante et le jour de Marignan sur une artillerie. Au départ, il est fort probable que les Français aient imaginé de faire une conquête de siège. Or, il s'est trouvé qu'ils n'ont pas fait puisque toutes les villes qu'ils traversaient se sont données à eux et que le 13 septembre, les Suisses ont livré bataille. Cette artillerie qui était donc de gros canons était utile lorsque on attaquait une ville, mais sur un champ de bataille était souvent guère efficace. Et donc le temps qu'on les prépare, eh bien souvent l'ennemi avait pu se déplacer et aller vers d'autres lieux, et donc du coup on tirait un peu en l'air. Alors la bataille commence au beau milieu de l'après-midi, vers 3h, au moment où il fait une chaleur énorme. Oui, on est en septembre, il fait chaud, les vendanges n'ont pas encore commencé. On a plein de descriptions sur les vignes nombreuses qui peuvent être dans cette plaine, et sur les terres qui sont quelquefois déjà labourées quand il s'agit de céréales. Mais dans cette plaine maraîchère, il fait très chaud, il y a beaucoup de poussière, et tout ce fracas d'hommes, c'est quand même 50 000 personnes d'un seul coup qui se retrouvent sur quelques hectares, crée avec la chaleur une atmosphère assez étouffante. D'autre part, il y a le bruit des canons qui augmente tout ça et qui envenime et développe cette opacité de l'espace qui va rendre les combats très difficiles. Est-ce qu'on peut déceler dans cette bataille qui dure donc 2 jours des étapes bien particulières? 3. Grosso modo. Il y a la première, ce qu'on appelle la première alarme, qui est l'attaque des Suisses, et la réaction française assez difficile et mal engagée. La deuxième, c'est à la fin de la journée du vendredi, où les Français ont commencé à se repositionner, et où là, ils essayent de sauver les meubles, de résister à l'attaque des Suisses, au moins jusqu'à la nuit. Et puis il y a le lendemain matin, dès l'aube, où les Suisses vont réattaquer, les premiers, où les Français vont tenter de se protéger encore de cette offensive helvète, et qui, grâce à l'aide des Vénitiens qui seront arrivés au petit matin, vont pouvoir vaincre les Suisses dans cette bataille. Je voudrais reprendre un passage de votre livre, parce que finalement il montre bien l'ambiance qu'il pouvait régner. Alors ce n'est pas lors de la bataille à proprement parler, c'est pendant la nuit. Vous écrivez: les corps jonchaient la plaine, les membres arrachés pour certains, les entrailles répandues sur le sol pour d'autres. Partout ce n'était que râles ou hurlements de douleur, parce qu'il était devenu impossible de se diriger. Beaucoup de soldats s'égarèrent. Nombreux furent ceux qui allèrent coucher dans le camp adverse. D'autres, harassés, souffrant de la soif et de la faim, se laissèrent tomber par lassitude, le corps contre la terre, les oreilles bouchées par le bruit des canons, bivouaquant là où ils avaient arrêté de combattre, près de ceux qu'ils avaient espéré tuer quelques instants plus tôt. C'est une bataille meurtrière. 16 000 morts. On n'a jamais tué autant de monde en si peu de temps. C'est grosso modo 16 heures de combat, 16 000 morts. C'est énorme. Énorme. Globalement, une bataille fait 3-4 heures, quelquefois 6. On fait 3 à 4 000 morts, mais le but étant de faire des prisonniers pour récupérer de l'argent avec le système des otages, on essaie toujours de réduire. Là, non, les Suisses tuent, et on tue les Suisses parce qu'il faut se défendre. Dans cette bataille qui va participer de la gloire de François Ier, quelle est précisément cette place du roi de France ? Elle est importante. Elle est importante parce qu'il conduit la bataille, c'est-à-dire le 2e corps de l'armée. Et elle est importante encore parce qu'il est présent sur le champ de bataille et que les rois de France ne l'ont pas toujours été. Elle est importante parce qu'il est près de l'artillerie, c'est-à-dire l'endroit certes le plus protégé de la bataille, et parce qu'il est dangereux quand même d'exposer trop ouvertement le roi. Il faut le protéger quand même là aussi. Imaginez qu'un roi de France meurt à la guerre alors qu'il n'a pas d'héritier, c'est un vrai problème politique de l'autre côté de la frontière. Donc on certes le protège, mais François Ier participe malgré tout au combat. Alors on va grossir terriblement sa participation, on va grossir terriblement toutes ses actions, et pour finalement en faire le chef de son armée et le responsable de cette victoire. Mais il faut pas lui enlever non plus le fait que ce roi ait participé pendant ces 2 jours à cette bataille d'une façon réelle. Alors il y a un nom que l'on associe à cette bataille, et c'est Bayard. Ah oui.
Alors quel est le rôle de ce Bayard? Qui était ce personnage d'abord? Et quel fut son rôle, notamment par rapport à François Ier? Bayard, c'était un capitaine qui avait déjà servi sous Charles VIII et puis sous Louis XII. S'était illustré, d'après les chroniques de Jean d'Auton, lors de la campagne de Naples. Il fait partie d'une autre génération. Il fait partie de la génération, j'allais dire, des vieux de la vieille, c'est-à-dire des gens comme La Palisse, comme La Trémoille, comme Mabercourt, c'est-à-dire des gens qui ont déjà entre 50 et 60 ans, qui ont vécu sous au moins 3 rois, qui ont une vraie expérience militaire, qui ont un vrai pouvoir dans la société française. Cela dit, Bayard est lui à l'opposé des La Palisse et des La Trémoille, n'est resté qu'un capitaine, un capitaine de second ordre. Et aucun texte écrit entre 1515 et 1525 ne fait état de l'attitude de Bayard à Marignan. La seule référence, la seule citation où le nom de Bayard apparaît, c'est enfin dans l'événementiel, c'est lorsqu'on prend Prospero Colonna, lorsque les Français arrivent en Italie au début d'août 1515, après avoir passé victorieusement ce petit passage. Qui a rappelé qui était Prospero Colonna? C'était le chef de la cavalerie des armées pontificales que le pape, qui avait enfin déclaré sa position anti-française, avait envoyé près des Suisses pour les aider à combattre les Français si d'aventure les Français passaient par les chemins habituels. On parle peu de Bayard dans les textes au fond. Pratiquement jamais, et c'est simplement qu'en 1525, avec la parution du texte de Symphorien-Champier, que Bayard va devenir ce personnage que l'on connaît tous aujourd'hui, avec cette invention de cette scène qui aurait eu lieu à la fin de la bataille. Un jour dans l'histoire reçoit Didier Le Fur et nous évoquons cette bataille de Marignan qui a eu lieu les 13 et 14 septembre 1515. Alors cette bataille, au fond, a une issue heureuse pour la France grâce aux Vénitiens. Est-ce que si les Vénitiens n'avaient pas été là, le sort eût été différent? Il est fort probable que sans les Vénitiens, on aurait déjà fait une répétition générale de Pavie. Ça, oui, il est fort probable. Au bout de 16 heures de combat, je vous assure d'une chose, c'est que tout le monde est épuisé. Et les Suisses continuaient toujours. Il y avait déjà une quantité de Français, et notamment des gens du bagage, et qui avaient regagné Marignan en propageant l'idée que la France avait perdu la bataille. Les cavaliers, enfin la cavalerie française, certes efficace, sur un sol qui lui convenait, là avait été complètement prise au piège, et donc du coup les Suisses, même s'ils étaient fatigués, même si beaucoup d'entre eux étaient déjà morts ou grièvement blessés, avaient vraiment l'avantage, ça c'est évident. Mais parce que justement les Vénitiens sont arrivés au petit matin avec 15 000 hommes, et bien devant ce nombre de soldats frais, même s'ils avaient marché pendant la nuit, parce qu'ils étaient un peu plus loin que Lobi, eh bien, les Suisses n'ont pas pu résister à ça, et du coup, ont baissé les bras. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que François Ier agit tout de suite. Il revient un peu sur ses arrières, et il est obligé de prendre une décision politique. Une fois la victoire acquise, il n'y a pas de réjouissance, en tous les cas pour l'instant. Il faut agir, et on doit prendre une décision. Soit on poursuit les Suisses, soit on propose la paix. Oui, parce que c'est une bataille et cette bataille n'a rien résolu. Les Suisses ont quitté le champ de bataille, certes, mais avec l'espoir de revenir très très vite avec d'autres appuis, notamment impériaux, et pour livrer une bataille à François Ier, dans l'espoir de conserver leur puissance dans l'Italie du Nord et notamment dans le duché de Milan. Donc François Ier a besoin absolument et rapidement de trouver de nouveaux appuis qui ne sont plus militaires cette fois, afin de justifier sa présence et donc du coup de profiter de cette bataille. Et le pape va lui l'offrir. Le pape qui pendant tout l'été avait été anti-français, au lendemain de la bataille va devenir pro-François Ier. Donc c'est en fait Léon X qui va faire basculer la bataille en victoire complète et totale. Voilà. Et grâce à l'aura du pontife, tous les autres États italiens vont se plier, Florence notamment. Du coup, la population italienne, notamment de Milan. Alors oui, vous parlez. En fait, les Milanais vont se retourner contre les Suisses. C'est ça. C'est-à-dire que voyant que les Suisses ont perdu et qu'ils les quittent, même s'ils
disent revenir, eh bien eux ont besoin d'une protection et du coup vont aller du côté des Français et vont offrir les clés de la ville à François Ier. Dès lors s'ouvre une période de négociation. Qui va durer 3 mois jusqu'au mois de décembre. Quelle est la nature de ces négociations? Eh bien en gros... on se doute que François Ier devient duc de Milan. Il devient duc de Milan officiellement en faisant une entrée dans le duché à la mi-octobre. À la mi-octobre, c'est-à-dire un mois après la victoire. Oui, c'est pour vous dire que cette bataille finalement n'a pas résolu les choses puisqu'il fallait faire le siège encore du château puisque le duc Massimiliano Sforza s'y trouvait toujours et il fallait que ce monsieur accepte de se rendre pour que la bataille soit sanctionnée par une victoire en fait. Quelle est la nature des relations diplomatiques de la diplomatie qui va s'ouvrir avec le pape? En fait, c'est de nouveaux accords entre la France et la papauté, où le pape va reconnaître François Ier comme le duc de Milan, mais obligé en échange à ce que la France abandonne la pragmatique sanction. Quelle était la nature de cette pragmatique sanction? En gros, ça avait été fait sous Charles VII et c'était une façon de montrer que le roi de France, une des prérogatives du roi de France, de réformer l'Église. C'est ce qu'on appelle le gallicanisme, c'est-à-dire en gros, c'est de faire montrer que la France et que l'Église française pouvaient être indépendantes de Rome. Or, en abordant cette pragmatique sanction, ça voulait dire que l'Église française redevenait docile à Rome. En échange, Léon X reconnaît François Ier, donc duc de Milan, mais aussi lui accorde ce titre de fils aîné de l'Église qui avait déjà été donné à Charles VIII et qui va devenir après un titre officiel et régulier des rois de France et qui justifiera le fait que la royauté française soutiendra toujours le pouvoir temporel des papes en Italie. Est-ce que François Ier est un roi à qui tout réussit? En 1515, oui. Il advient quand même roi de France, il fait une bataille qui est importante, il fait une conquête et il gagne le duché de Milan qui avait été perdu, donc c'est quand même une réussite. Et ce duché, il va le garder 7 ans. C'est après les années 20 où là les choses vont commencer à se compliquer et où sa politique militaire notamment devient très très difficile. Alors justement, il y a un contraste entre cette victoire cette année 1515 et le reste du règne. Vous dites dans votre livre qu'il y a cette opposition entre un François Ier qui aimait les lettres, le François Ier de la Renaissance et le François Ier guerrier. Pourtant, le François Ier guerrier... C'est le François Ier guerrier qui est le plus important pour l'époque. Le François Ier amoureux des arts et tout ça, c'est quelque chose que l'historiographie va vouloir conserver ou va conserver pour lui conserver une bonne image. Mais avant tout, un roi de France, c'est d'abord un roi vainqueur et un roi guerrier, parce qu'il a cette obligation de protéger son peuple et de protéger les frontières du royaume. Donc c'est une chose essentielle, ça. Et Marignan montre qu'il est capable de le faire. Le seul problème, c'est que après la bataille de la Bicoque en 22, eh bien toutes les tentatives de François Ier pour recouvrer le duché de Milan, voire pour développer d'autres conquêtes ailleurs, vont se solder par des échecs. Et donc du coup, Marignan, qui n'était qu'une victoire et qui n'aurait pu rester qu'une victoire, va peu à peu être réécrite tout au long du règne et va prendre des allures de chef-d'œuvre afin de conserver dans l'imaginaire des gens cette idée que François Ier reste un roi vainqueur et un roi conquérant et un roi vaillant, alors que pourtant la réalité montre tous les jours que ce n'est pas le cas. Et c'est sur ces fondements donc que cette bataille va rester à la postérité? Exactement, voilà. La propagande a tellement été importante que du coup, plus personne n'osera remettre en question la gloire de cette bataille. Même si, à d'autres périodes, et notamment à partir du XVIIe siècle, eh bien, on va commencer à contester l'idée d'être parti en Italie parce qu'on va contester le fait que les rois de France aient des ambitions expansionnistes. Et donc, comme on va condamner cette bataille, même si on va reconnaître sa gloire, on va la condamner parce que finalement Milan avait été perdu, donc ça servait strictement à rien d'y aller. Elle reviendra en quelque sorte au goût du jour bien après, au 19e siècle. Elle revient au 19e en force avec la Restauration. L'idée que Louis XVIII, avec cette restauration de la monarchie, il fallait réinventer un peu l'image de la monarchie. Il était hors de question pour Louis XVIII de repartir avec l'idée qu'on faisait la monarchie de 89. Donc on a été recherché dans cette période du 15e et 16e siècle, quelques figures qui avaient été entretenues dans l'imaginaire tout au long du 18e.
comme Charles V, comme Louis XII notamment, même Henri IV qui est un roi un peu plus tardif, c'est-à-dire une image de monarchie modérée, tempérée, où la justice est protégée et où la fiscalité est officiellement modérée. Et Louis XVIII se faisait ce successeur-là. Par contre, il fallait aussi montrer que c'était une idée de renaissance. Et la notion de renaissance, attaché à la période de François Ier, naît à cette période. Donc du coup, il va y avoir une sorte de superposition, et donc l'image de François Ier qui n'avait pas été si glorieuse que ça au XVIIe et XVIIIe, parce qu'on avait condamné notamment très fortement sa fiscalité qui allait dépasser toutes les bornes, pour en tout cas ses critiques, et puis aussi son attitude avec les femmes, voire même son intolérance religieuse à partir de la fin du XVIIIe siècle. Eh bien, ce roi va retrouver son image de grand roi grâce à l'image du chevalier Bayard qui, elle, avait su passer toutes les périodes et tous les régimes. Et il va la garder jusqu'à nos jours? Il la garde... non, c'est pas vrai. Il va garder cette image de roi soldat, de roi vaillant, de grand chef militaire jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Mais son image de grand roi, il la perd finalement avec la République, où tout de suite, l'idée de son attitude face aux protestants a été très très décriée à partir de la deuxième moitié du 19e, et grosso modo entre 1920 et 1980 on apprécie guère François Ier. C'est la fin du XXe siècle qui va s'intéresser davantage à lui, notamment par son image de roi intellectuel. Eh bien, Didier Le Fur, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historien, que vous avez publié plusieurs ouvrages, une biographie de Louis XII et d'Anne de Bretagne, et je les renvoie à votre livre, donc Marignan, 13-14 septembre 1515, aux éditions Perrin, et je donne rendez-vous à nos auditeurs à la semaine prochaine.